Être reconnu comme un expert de son marché, c'est un peu le Klondike des entrepreneurs dans le domaine du service parce que ce qu'on vend, c'est une partie de notre cerveau. À la limite, ce sont nos connaissances, notre expertise, notre savoir, le fruit de souvent plusieurs années de travail ou de recherche même. Donc, comment on fait pour bien arriver à se démarquer et faire reconnaître par notre audience cible, par notre clientèle cible, cette expertise-là que l'on détient? Dans cet épisode, je te partage 4 fondamentaux pour t'aider à bâtir cette crédibilité-là et de pouvoir percer comme expert-experte de ton propre marché. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante puis de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode solo dans lequel je te parle de comment devenir un expert reconnu sur ton marché. C'est quoi les stratégies à adopter, les conseils pratiques, parce qu'au fond, là, on revient un petit peu à la base, mais pourquoi on veut donc implémenter des stratégies de contenu? C'est d'abord et avant tout pour être reconnu pour notre expertise, ce dont on excelle, ce dont on aime faire et principalement, en fait, les services qu'on va rendre à notre clientèle cible. Et donc, je veux aborder avec toi un peu les moyens, comment s'y rendre. Des fois, on trouve ça difficile de se tailler notre place dans l'univers, dans le marché qu'on veut, on va dire, conquérir. Donc, je veux donner des pistes de stratégie pour que tu puisses implémenter certaines choses de ton côté. En fait, pourquoi c'est important de devenir un ou une experte reconnue dans son marché? Tout simplement parce que ça va te permettre de, te démarquer de ta concurrence, même si le concept de concurrence peut être quand même flou dépendant du marché dans lequel tu évolues. Moi, j'aime bien parler de mes collègues, j'aime bien mon monde de licorne finalement. Ça te permet aussi de gagner la confiance de tes clients potentiels, dans le sens que si tu es reconnu comme expert de ton industrie, ça donne automatiquement beaucoup plus de confiance en toi et tes capacités d'aider, de contribuer. Puis finalement, ça te permet de développer ta business et d'avoir plus de clientèle, plus de chiffre d'affaires, plus de visibilité, plus de rayonnement, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais te parler dans le fond des 4 points clés pour ce faire. Et c'est donc de choisir un marché spécifique sur lequel te pencher, de créer du contenu pertinent et diffuser ce contenu efficacement pour ensuite finalement acquérir de la crédibilité. Donc, c'est parti. Le premier conseil que je veux te donner, c'est par rapport à la spécificité de son marché. Ça, là, c'est vraiment un enjeu pour tous les entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés-ish, peu importe comment tu nommes ça, parce que définir à qui on veut s'adresser, donc à quel marché on s'adresse, à qui on veut parler, ça peut être quelque chose de très difficile. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé ma business, je voulais servir les PME, les travailleurs autonomes, un peu tout le monde finalement, parce que j'avais cette grande ambition de développer un modèle d'agence marketing. J'en ai parlé dans l'épisode avec Ariane Lepage-Hurtaud, justement. C'était ma vision de départ. Donc, je me disais, je peux développer un modèle d'agence pour parler davantage aux besoins de la PME, puis on the side, faire des accompagnements puis de la consultation pour les solopreneurs, travailleurs autonomes dans le domaine du service. Donc ça, c'était encore une fois ma vision de licorne et de monde parfait dans lequel le temps est élastique et je peux tout accomplir. Dans la réalité, je me suis vite confrontée à ce mur de, va peut-être falloir que je fasse finalement un choix
Le choix s'est fait ultra naturellement, ultra naturellement par la force des choses et surtout la pandémie qui est arrivée où je me suis rendu compte que finalement, je voulais faire quelques mandats, oui, pour des PME parce que j'aime mettre la main à la pâte, me garder à jour, tester des stratégies avec des clients, m'amuser aussi parce que j'ai du fun à faire ça, travailler en pyjama derrière mon ordi, puis pas toujours être en Zoom, hein, faut que je l'avoue aussi. Donc, mais j'ai rapidement décidé de me concentrer finalement sur le marché des travailleurs autonomes, des prestataires de services, des professionnels, consultants, coachs, name it. C'est vraiment ce que j'aime faire et le marché dans lequel j'ai envie de me plonger. Mais souvent, une des erreurs que je vois, c'est ce manque de spécificité par rapport à qui et quel marché on veut réellement servir. Et ça, tout simplement, ça fait partie de la réflexion qu'on a à faire au niveau de notre positionnement, finalement. Et c'est important parce que quand on restreint son marché, ça coûte moins cher. En fait, on a besoin de moins de ressources. C'est un peu comme en pub Facebook ou en pub Google, où on m'expliquait finalement, puis c'est totalement logique quand on y pense, là, mais plus tu veux couvrir un territoire géographique qui est grand, plus tu dois investir de l'argent pour bien couvrir ton marché. C'est la même chose en business, les stratégies d'affaires, c'est la même chose. Plus tu veux viser un marché qui est très large, plus ça va te prendre de ressources pour le faire. Et ça va aussi complexifier peut-être tes stratégies parce qu'évidemment, si tu vas viser un très grand marché qui va avoir plusieurs segments, il va falloir que tu adaptes tes stratégies à chacun de ces segments. Par exemple, j'ai un magasin de vêtements et je veux viser la clientèle adulte et enfant. Est-ce que je vais mélanger ces deux sphères-là, ces deux marchés, dans un même courriel d'infolettre, par exemple, dans une même stratégie réseaux sociaux? On peut, mais ça va être vraiment plus compliqué parce que là, tu veux te positionner sur le marché de l'enfant et te positionner sur le marché des adultes, par exemple. Ça, c'est vraiment un exemple très concret, terre à terre, dans le monde du produit, qui est un peu différent aussi du monde du service, mais reste que c'est la même chose. Si tu veux avoir plusieurs cibles en même temps, ça te coûte plus cher en ressources, en jus de cerveau, plus d'efforts marketing à faire. Et comme solopreneur, comme travailleur autonome ou comme consultant, prestataire de services, nos ressources ne sont malheureusement pas infinies. On doit donc se dédier à un marché qui est plus spécifique pour mieux le couvrir. Et plus on va apprendre à connaître davantage ce segment-là qu'on veut servir, plus notre stratégie de communication et de marketing va être on point, va être efficace. Puis c'est ça qu'on veut. On veut gagner notre expertise finalement à mieux vendre ce qu'on fait, notre expertise. Donc, super important de regarder, c'est quoi? Est-ce que mon marché est suffisamment spécifique? Est-ce que je sais assez bien qui je veux viser? Et là, je parle de marché, mais tu sais, si on le ramène à la plus simple notion, c'est quand on zoome, là, on arrive finalement à l'avatar qui représente cette espèce de personnage fictif, ou le persona, finalement, on peut l'appeler aussi comme ça, qui représente un peu toutes les caractéristiques et le profil psychologique, le profil même parfois physique dans certains cas, de qui on veut finalement servir. Et ça, c'est hyper important pour avoir des stratégies qui sont pleinement alignées puis qui vont être beaucoup plus efficaces. Après ça, la deuxième chose, c'est la création de contenu qui va être vraiment pertinente, alignée, évidemment. Donc, créer du contenu, pourquoi c'est essentiel dans ce type de stratégie-là pour justement bâtir notre expertise et se faire connaître comme expert? Tout simplement parce que c'est ce contenu-là qui va un peu crédibiliser et montrer l'expertise qu'on a. Si on ne parle jamais de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, comment les autres peuvent donc savoir en quoi on est bon puis comment on est donc formidable? Ça passe par le contenu. Et le contenu prend beaucoup de formes, encore une fois. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi qui ont le réflexe d'associer le contenu aux réseaux sociaux, mais détrompe-toi. Et souvent, les meilleures façons de créer du contenu d'expertise,
ça va être du contenu qui est un petit peu plus long à créer, là. Tu sais, je prends par exemple les articles de blog, les vidéos sur YouTube, les podcasts, balados comme celui que tu écoutes, même des infographies, des rapports, des livres blancs. Donc, du contenu, des fois, un petit peu plus intense à créer, mais qui a beaucoup plus de substance qu'un Reels Instagram ou qu'un post Facebook ou LinkedIn. Cela dit, tu peux quand même beaucoup passer quand même de ton expertise, de ton savoir sur des plateformes de réseaux sociaux. Mais moi, ce que je te suggère, c'est de d'abord créer comment dire, un concentré de savoir, ton héritage, en anglais, disons, un legacy, si on veut, de toutes les connaissances et l'expertise que tu as, de le mettre dans un format beaucoup plus pérenne, je me mélange tout le temps avec ce mot-là, qui va, disons, perdurer dans le temps, et ensuite décliner des contenus pour les réseaux sociaux. Donc, ça, pour moi, c'est beaucoup plus stratégique au niveau de ta présence sur les réseaux sociaux. Comme ça, ben, tu pars pas de zéro et ton contenu va revaloriser, en fait, une pièce de contenu qui a beaucoup plus de substance et qui va montrer davantage ta réelle expertise. Évidemment, l'objectif de produire du contenu, c'est de répondre, en fait, aux questions, aux préoccupations de ta cible et de déterminer, dans le fond, qu'est-ce que les gens qui me suivent, mon audience cible, veut réellement apprendre et connaître. Donc, de commencer par identifier toutes les questions que les gens se posent avant de réserver une séance avec toi, un accompagnement, de regarder c'est quoi les sources d'informations qui existent présentement et que ces gens-là consultent, de regarder les objections que ces gens-là peuvent avoir face à des services, et surtout, ben, c'est quoi les références qui existent déjà dans ton industrie pour être capable de, justement, encore une fois, bien te positionner. Quand on sait se plonger dans la tête, justement, de notre client idéal, ça permet de comprendre, OK, ben, ma cliente idéale, je prends l'exemple d'une coach ou d'une naturopathe, par exemple, qui veut cibler justement une clientèle peut-être féminine. J'en ai beaucoup dans mon environnement immédiat, des entrepreneurs que je côtoie qui font du coaching au niveau de la santé, par exemple hormonale, santé physique. Je pense à ma cliente Anne qui est spécialisée avec la fibromyalgie, par exemple. Bien, pour elle, c'est très clair à qui elle s'adresse. Puis il y a une partie de cette clientèle-là qui est un peu une part de nous. Dans son cas, c'est très aligné parce qu'elle-même vit avec la fibromyalgie. Donc, pour accompagner ses clientes, elle sait exactement l'état d'esprit, les questionnements. Fait que ça nous donne une bonne longueur d'avance. Mais dans les cas où il n'y a pas d'énormes similitudes avec nous-mêmes, bien là, il faut faire l'exercice de se plonger dans la tête de cette personne-là, de cet avatar persona, et d'aller décoder les objections, comme je le disais, les recherches, les sources d'informations, quel blog elle consulte, quelles références elle demande ou à qui elle s'adresse quand elles veulent trouver la bonne personne pour les aider avec cet enjeu-là. C'est quoi ses défis? Et là, la clé, finalement, bien, c'est de pouvoir fournir les solutions uniques, de partager c'est quoi que tu as à offrir en lien avec leurs problématiques. Et tout ça en proposant finalement des solutions et du contenu d'expertise qui va permettre justement de bien te positionner. Le contenu, mon Dieu, c'est l'entièreté pas l'entièreté, c'est pas vrai, pas l'entièreté, mais le pilier central de la stratégie que j'utilise depuis le jour 1, tu sais, que ce soit des articles de blog, j'ai pas toffé très longtemps parce que écrire, c'est plus souffrant pour moi, mais je veux dire, le podcast, la raison pour laquelle il existe, c'est vraiment pour ça, parce que je peux vraiment prendre le temps de parler d'un sujet en profondeur, d'expliquer des choses en plusieurs points détaillés. Puis ça, pour moi, c'est la chose la plus formidable qui soit. Donc, vraiment, le contenu, ça vaut la peine. Si en ce moment, tu résistes en ne sachant pas trop quoi faire pour, en guillemets, te mettre sur la map, bien, partir d'un contenu fort, d'un contenu d'expertise qui va vraiment bâtir une crédibilité. C'est sûr que ça se fait pas sur le coin d'une table en 5 minutes comme un post Instagram peut prendre 5 minutes pour certains à faire. Ça demande de la réflexion, ça demande de l'alignement, du questionnement. Je suis d'accord, mais ça vaut tellement la chandelle. Donc vraiment, passe pas à côté de ça, surtout si ça s'aligne avec tes propres aspirations.
Là, j'ai parlé de création de contenu, mais le troisième point que je veux te parler, c'est au niveau de la diffusion de ces contenus-là. Parce que il y a une différence entre créer et diffuser du contenu. Je le dis tout le temps, là, le plus compliqué souvent, c'est pas de créer, c'est de promouvoir. T'sais, diffuser, promouvoir, pour moi, je fais un peu le... C'est un peu synonyme dans ma façon de l'expliquer. C'est que j'ai toujours dit, par exemple, si tu crées un outil gratuit, par exemple, bien, le plus difficile, c'est pas tant de créer ton outil gratuit, même si ça prend beaucoup d'huile de coude et de jus de cerveau. Le plus difficile, tu vas voir, c'est d'en faire la promotion, de t'assurer que ton outil gratuit soit vu, que les gens sachent qu'il existe, qu'ils aient envie de le télécharger, de rappeler aux gens en continu que ça existe. Ça, c'est là où les efforts sont de mise et qui sont, disons, plus souvent compliqués. De savoir, OK, maintenant, tout ce beau contenu créé-là, qu'est-ce que j'en fais et comment je le diffuse efficacement. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le nerf de la guerre dans toute stratégie de contenu parce que bien, la plupart des entreprises vont se concentrer sur un type de contenu. Par exemple, juste des blogs ou juste des vidéos. Mais honnêtement, puis je sais que c'est parfois contesté ou bref, discuté, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais personnellement, je considère qu'en 2024, avec l'explosion du nombre de plateformes, d'être présente sur une seule plateforme, ça reste très risqué. De un, risqué parce que la plateforme peut changer les règles du jeu à tout moment. De deux, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout ton marché, 100% de ton marché qui va être présente sur cette dite plateforme que tu auras choisie, sélectionnée. Puis deuxièmement, ben tu n'as pas besoin de faire des stratégies complètement différentes entre chacune des plateformes. Ce qu'il faut, c'est déterminer quelles vont être la plateforme ou les plateformes, on va dire, centrales de ta stratégie et ensuite de te permettre de diffuser ton contenu de manière plus efficace sur d'autres plateformes sans bien sûr t'étourdir ou t'éparpiller. C'est là le danger. C'est vraiment là, la ligne fine un peu de funambule qui devient complexe entre vouloir être présente partout, mais en même temps vouloir être vu, puis être vu finalement. Pas juste vouloir, mais l'être. Donc, l'étape numéro 1, je pense que c'est vraiment de choisir là où les plateformes qui sont les plus stratégiques pour toucher notre audience cible. Et ensuite, ben, c'est de regarder finalement lesquelles vont permettre de, disons, de partir, le point de départ de ta stratégie. Et ensuite, ben, de distribuer sur plusieurs autres types de canaux pour te permettre d'avoir un maximum d'effets et de visibilité avec ces contenus-là. On se rappelle, là, tu as créé, hypothétiquement peut-être, ces pièces de contenu-là de longue haleine qui t'a pris beaucoup de temps à réfléchir parce que c'est tout ton jeu de cerveau que tu vas mettre dans cette pièce de contenu-là qui va être plus longue, peut-être un grand article de blog, un outil gratuit ou une vidéo, bref. Bien, comment on va faire pour lui donner le plus d'amplitude, de vie, la faire rayonner? Et là, ensuite, bien, c'est ça, c'est d'aller choisir les canaux où votre audience cible va se trouver et qui va être aussi beaucoup plus, disons, stratégiquement présenté aux bonnes personnes, de sorte que ces contenus-là puissent être vraiment vus. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, je suis une fervente défendresse du multiplateforme, sans, bien sûr, s'éparpiller, sans stresser à vouloir être partout. Mais moi, je n'aime pas personnellement beaucoup la plateforme Facebook comme utilisatrice. Donc, c'est sûr que je fais le choix de ne pas nécessairement mettre tant d'efforts dans la stratégie au niveau de la page Facebook. Je parle de page Facebook d'entreprise. Mais je publie quand même chaque semaine. Là, tout mon contenu Instagram est automatiquement publié sur ma page professionnelle Facebook. Et j'ai pas plus d'efforts à faire en ce sens-là, mais je sais que ça va être vu. Même chose avec, les Reels, ben je vais faire le Reels qui va être publié aux deux places, mais je peux aussi le mettre sur TikTok ou le mettre, mon Dieu, sur YouTube, dans les Shorts. Il n'y a pas d'obligation à rester sur une seule plateforme. Puis je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vont dire l'inverse, qui vont dire non, commence avec une plateforme, puis une fois que tu la maîtrises, va sur la deuxième. Je comprends. C'est une autre façon de voir, mais moi, je te dis, fais
ce que tu peux sur la première plateforme, développe ta stratégie, mais en même temps, pourquoi pas réutiliser ce contenu-là que tu as déjà créé pour le faire vivre sur une autre plateforme finalement. Au final, c'est un peu une stratégie, en guillemets, de paresseuse que j'aime employer. Parce que oui, ça m'arrive souvent d'être un peu paresseuse et moi, j'ai envie d'avoir la visibilité qui soit optimisée sans avoir à créer du contenu pour chacune des plateformes nécessairement. Donc, c'est la stratégie que je te propose aussi au niveau de la distribution de ton contenu. Le quatrième point dont je voulais te parler, c'est au niveau de la crédibilité. Parce que qui dit expert dit personne crédible. Évidemment, ça va ensemble. Il faut, pour être reconnu comme expert, il faut prouver notre expertise et ça, ça va passer par le fait d'être constant, d'avoir entre guillemets, une preuve, que ce soit une preuve sociale ou même ça peut être des sources. Hein, si ton article de blog mais présente plusieurs sources sérieuses, déjà là, ça ajoute de la crédibilité. Donc, l'important, c'est de miser sur la présence qui est relativement constante, mais surtout, la répétition dans nos communications. Ça, c'est un point que je m'auto-adresse, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai parfois cette tendance à vouloir créer de nouveaux messages ou changer d'angle et de parler de plein d'affaires, mais ce qui va vraiment bien fonctionner, c'est la répétition au niveau des messages. Donc, quand on parle d'une expertise, quand on parle d'un sujet dont on maîtrise, c'est le fait d'être constant, c'est la continuité dans la création de contenu, la diffusion aussi, comme on a vu, qui va faire toute la différence. Et ça, on a tendance à beaucoup l'oublier comme entrepreneur, mais on a peur de se répéter, on a peur de toujours dire les choses de la même façon ou de déranger. Là, moi, c'est beaucoup quelque chose qui est présent dans moi, finalement. Dans ma vie personnelle aussi, la peur de déranger. On a l'impression que si on répète un même message, là, les gens vont dire « voyons, je l'ai déjà entendu, c'est déjà dit. » Mais non, l'attention de ceux qui nous écoutent, qui nous lisent ou qui nous regardent, elle est très, très faible. OK? Probablement que les gens qui regardent vos stories, par exemple, les regardent pas vraiment. Tu sais, des fois, ça arrive, là, tu laisses ton téléphone, puis tu es en train de regarder une story, puis là, ça défile, ou les gens écoutent, mais sur mute, donc ils n'entendent pas ce qu'on dit, ou ils lisent, mais ils sont pas attentifs, puis ils font quelque chose en même temps, ils écoutent la télé, puis ils sont sur leur téléphone au même moment. Tu sais, il faut arrêter de penser que parce que quelqu'un a ouvert notre infolette, que cette personne-là l'a vraiment lu. D'abord, il faut arrêter de prendre pour acquis que les gens qui commencent à écouter un épisode de podcast l'écoutent jusqu'au bout. Malheureusement, les statistiques le montrent. C'est pas 100% des auditeurs et auditrices qui vont se rendre jusqu'à la fin. Puis je le vois dans mon quotidien. Je veux dire, si j'écoute un podcast et que je reçois un appel, ça se peut que j'oublie que j'écoutais ce podcast-là. Hein? RIP à tous ces épisodes que j'ai jamais terminés ou ces romans que je n'ai jamais terminés. Donc, la répétition du message, c'est assurer d'atteindre sa cible et s'assurer en fait qu'on puisse bien communiquer notre expertise. Donc, hyper important. Pour bâtir sa crédibilité, je le disais tantôt, c'est les témoignages, mais il y a aussi les certifications, les mentions dans des médias, participation à des événements comme expert, comme conférencier. C'est sûr que tout ça, pour certains, ça pourrait être beaucoup des faits ou des informations qui vont augmenter l'ego, qui vont flatter l'ego. Je suis d'accord, hein, on aime ça. Ah, mon Dieu, j'ai été mentionnée dans tel magazine. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques stories en fin de semaine sur le sujet, des fameuses mentions dans le magazine Forbes ou Marie-Claire, qui sont en fait des articles sponsorisés parce que, oui, on m'a proposé. Puis je pense que j'en ai parlé dans un podcast, mais là, j'ai un blanc. Ça m'arrive souvent. Donc, bref, ça peut faire partie de la crédibilité. Et après ça, quand on apprend que c'est sponsorisé, c'est un petit peu moins crédible, mais ça reste que dans l'esprit d'une majorité, les gens vont tout de suite associer la marque, par exemple la marque du magazine Forbes, à l'entrepreneur et va se dire « Ah, mais mon Dieu, cet entrepreneur-là est très crédible ou est très sérieux et reconnu. » Donc, c'est un peu ça. Et là, il faut évidemment faire attention de ne pas tomber dans
l'ego, gonfler nos chiffres. Il y a des grosses tendances dans le monde de l'entrepreneuriat web au niveau de la crédibilité qui passe par les chiffres d'affaires, qui passe par le nombre de clients, qui passe par toutes sortes de données comme ça, qui au final, veulent rien dire parce que quand on gratte, quand on analyse, dans bien des cas, c'est pas si reluisant que ça. Donc voilà, appel à la vigilance finalement dans cet épisode-là. C'était pas prévu, mais regarde. Mes épisodes ne sont pas scriptés, donc parfois, il y a des petites choses qui se glissent qui n'étaient pas prévues dans mon plan. Donc, travailler sur sa crédibilité, c'est vraiment un volet super important. Donc, finalement, si je récapitule les 4 éléments pour pour devenir un expert reconnu dans ton marché, d'abord, choisir un marché qui est beaucoup plus spécifique. La spécificité au niveau de ta stratégie va t'aider à beaucoup mieux maximiser, mon Dieu, cet épisode-là n'est pas sponsorisé par Antidote ou le Larousse. Je suis désolée. Donc, choisir un marché qui va être plus spécifique va te permettre de mieux dépenser tes ressources, mieux attribuer justement ces ressources-là pour que ta stratégie soit beaucoup plus efficace et toi, mieux connaître vraiment ce marché-là et définir un avatar qui va être vraiment spécifique et aidant. Le deuxième point, créer du contenu pertinent basé sur ton expertise. Puis là, il faut aussi se rappeler que l'expertise, c'est un volet des objectifs au niveau du contenu. Bien sûr, je t'en ai parlé souvent sur le podcast ici, mais tu as aussi des objectifs au niveau de la connexion, l'interaction et la promotion. Mais l'expertise, c'est souvent un point très, très, très fondamental dans beaucoup de stratégies où justement on souhaite être reconnu comme l'expert de notre industrie, de notre domaine. Donc, vraiment important de créer justement beaucoup de contenu d'expertise pour atteindre cet objectif-là. Le troisième point, diffuser ce contenu-là de manière plus efficace. Donc, oui aux multiplateformes, oui à la diversité des canaux de communication et tout ça. On dit oui à la diffusion. On ouvre les valves de la visibilité. Bien sûr, sans s'étourdir et sans se pitcher un peu partout de manière aveuglée et de perdre beaucoup de temps à créer du contenu différent pour chaque plateforme et que ce soit énergivore. On veut pas ça. On veut travailler intelligemment. Donc, on recycle, on décline. On fait du multi-posting, cross-posting, je pense que c'est le meilleur terme. Et voilà. Et le troisième point, finalement, travailler sur sa crédibilité. Donc, pour bâtir la crédibilité, c'est montrer des preuves sociales et créer, bien sûr, du contenu de manière continuelle et d'assurer, finalement, cette constance dans ta présence en ligne et ne pas avoir peur de répéter tes messages dans ta communication. C'est un très long résumé, finalement. Mais c'est comme une petite synthèse. Donc, si tu veux te rappeler, tu pourras juste écouter ce segment-là. Donc, si tu as des questions sur l'épisode, n'hésite surtout pas à m'écrire, à me contacter. Je mets toujours aussi une boîte de questions ou de commentaires si tu écoutes sur Spotify, tu vas savoir de quoi je parle. Mais sinon, tu peux toujours me contacter sur Instagram. Les liens, évidemment, pour toutes mes plateformes sont dans les notes de l'épisode. Donc, vraiment, n'hésite pas à me contacter. Ça me fait toujours un plaisir de jaser avec vous du podcast et de plein d'autres sujets aussi d'ailleurs. Donc sur ce, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.